Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. 40 ans après la mort du dictateur Franco, l'Espagne ne parvient toujours pas à faire le deuil de son passé. Entre pro et anti, le pays demeure profondément divisé. Ce soir, dans Code 24, un reportage exclusif à bord de la frégate Chevalier Paul. Ce navire de l'armée française escorte en permanence le porte-avions Charles de Gaulle qui participe à la coalition internationale contre l'organisation État islamique. Nous vous emmènerons ensuite en Cisjordanie où les conséquences des attaques au couteau sont lourdes pour la majorité des Palestiniens. Retour à Kesrin, épicentre de la contestation en Tunisie, où la rue proteste contre le chômage et la corruption. Le taux de chômage dépasse désormais les 15% et flirte avec les 30% pour les diplômés. En dépit de l'état d'urgence en vigueur en France depuis les attentats de novembre, on y fait toujours la fête. Les acteurs de la nuit parisienne sont bien décidés à profiter de la ville lumière. 40 ans après la mort du dictateur Franco, l'Espagne ne parvient toujours pas à faire le deuil de son passé. Entre pro et anti, le pays demeure profondément divisé. Selon l'ONU, l'Espagne est, après le Cambodge, le deuxième pays au monde qui a connu le plus de disparitions forcées. Plus de 150 000 entre 1939 et 1975. Des dizaines de milliers d'autres ont été torturés, des milliers d'enfants volés à leur mère, souvent communistes ou de gauche, pour être confiés à de bonnes familles catholiques. Au lendemain de la transition démocratique, en 1977, l'Espagne adopte une loi d'amnistie controversée qui permet aux personnes condamnées pendant la guerre civile et la dictature de retrouver un casier judiciaire vierge. Une loi qui a profité aux bourreaux de la dictature. Aucun des gouvernements successifs n'a eu le courage de remettre en cause ce texte qui empêche tout procès. Si en 2007, le gouvernement socialiste de Zapatero a adopté une loi de réconciliation nationale permettant une reconnaissance des victimes et l'ouverture de fausses communes, beaucoup l'ont jugé trop timide et inefficace. Aujourd'hui, de plus en plus d'Espagnols souhaitent obtenir justice et réparation. Le reportage de Valérie Labonne et Sarah Maurice. Los crímenes del franquismo. 40 ans après la mort du dictateur Francisco Franco, à Madrid, deux camps s'affrontent toujours. D'un côté, les victimes du franquisme, drapeau républicain à la main. De l'autre, les phalangistes, avec salut et hymne fasciste. 40 ans après, l'Espagne reste divisée. Les républicains face à la mairie réclament justice. De los 150.000 desaparecidos, de los casi 40.000 niños robados, de todos los que fueron represaliados. Les phalangistes, face au palais royal, rendent hommage au caudillo. Parmi eux, José Luis, leader d'un groupuscule d'extrême droite, qui rêve du retour du national-catholicisme. Il n'y a pas de jour plus important que celui-là, ni de lieu plus important. La place d'Orient est le lieu où Franco avait l'habitude de réunir ses fidèles. C'est un lieu très spécial. Depuis 40 ans, nous maintenons cette manifestation. Pour les nostalgiques, on y trouve tout l'attirail du franquiste. Des souvenirs à la gloire de celui qui aurait sauvé l'Espagne du communisme et les a fait entrer dans l'ère de la prospérité et du plein emploi. Mais le franquisme, c'est aussi une guerre civile sanglante et 40 ans d'un régime répressif. À chaque fois que Chato passe par la Puerta del Sol, il se souvient des séances de torture infligées par la police politique. Vous voyez ces salles là-haut au deuxième étage? C'est là qu'on était torturés.
J'ai beaucoup de souvenirs qui remontent. Après la torture, on nous enfermait au sous-sol derrière une de ces petites fenêtres. Et je me souviens que j'aimais entendre le bruit extérieur. Cela me rassurait de me dire que la vie continuait, que tout n'était pas horreur et torture. La Direction générale de la sécurité était le symbole de la répression franquiste. Étudiant au début des années 70, il a été arrêté à 4 reprises car membre du Parti communiste. Ces tortionnaires, il les connaît, le plus emblématique est toujours en vie et habite à quelques rues de chez lui. Nous sommes au numéro 6 du passage de la Havane. Et Antonio González Pacheco vit au premier étage, on l'appelle aussi Billy the Kid. Il est le symbole du terrorisme d'État dans mon pays. C'est un tortionnaire compulsif. Vous n'imaginez pas la quantité de personnes qu'il a pu torturer. Aussi incroyable que cela puisse paraître, son tortionnaire est protégé par une loi d'amnistie toujours en vigueur. Billy El Niño, l'ancien policier, jouit tranquillement de sa retraite. Après un combat judiciaire de plusieurs années, Chato supporte très mal cette situation. Plus encore que les tortures, ce qui me fait mal aujourd'hui, on est 40 ans après la fin de la dictature et 80 ans après l'essor du communisme, c'est qu'on continue à être considérés comme des délinquants dans cette société, sans un minimum de reconnaissance. Ceux qui n'ont jamais pu témoigner devant un tribunal, nous avons la chance de pouvoir les entendre aujourd'hui. Réunis en association, les victimes du régime ont organisé ce rassemblement pour que chacun puisse raconter son histoire et que la vérité soit connue de tous. Pendant des années, Chato a gardé pour lui ses cauchemars. Aujourd'hui, il raconte en public ses 14 jours de calvaire. Là, tu faisais plus le malin quand tu découvrais que tu t'étais uriné dessus, que tu urinais du sang. Et je m'étais dit que je pourrais jamais plus faire l'amour de ma vie. J'étais là avec mes 22 ans et j'étais décidé à tout supporter. J'ai tenu grâce à la rage. J'ai tenu non pas grâce à mes convictions politiques, mais grâce à la rage, car au moins, moi j'étais un être humain. En Espagne, la loi d'amnistie empêche toute poursuite judiciaire contre les bourreaux. Mais rien n'est fait pour interdire aux nostalgiques du franquisme d'exprimer leur admiration. À Madrid, Francisco Franco a encore sa fondation. Notre ambition est que tout ce qui se publie en Espagne, et nous l'espérons tout ce qui se publie dans le monde, sur la guerre civile, sur Francisco Franco, sur la guerre civile espagnole, sur son régime, soit rassemblé ici. La mission de la Fondation est claire, réécrire l'histoire. Cela fait 40 ans, depuis sa mort, qu'on ne fait que falsifier l'histoire, falsifier les faits. Il cherche à noircir des faits qui sont pourtant très clairs. Il le compare à Adolf Hitler et souhaiterait une condamnation internationale pour violation des droits de l'homme. C'est tout simplement un mensonge éhonté. Ce que je peux vous garantir, c'est que ce régime ne torturait en aucune façon. Lo que yo le garantizo es que ese régimen no era torturador en modo alguno. En Espagne, s'attaquer aux crimes du franquisme n'est pas sans risque. La plupart de ceux qui s'y sont essayés ont vu leur carrière brisée. Le premier à en avoir fait les frais est l'emblématique juge Baltasar Garzón.
Après m'être attaqué à la dictature argentine et à la dictature chilienne et à d'autres cas de juridiction universelle, je n'allais pas arrêter de le faire par peur que les héritiers du franquisme s'attaquent à moi. Quand on occupe une fonction publique comme moi, on doit assumer le risque, surtout si c'est pour défendre la légalité. En 2008, il se déclare compétent pour enquêter sur les crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile et la dictature. Mais l'extrême droite est en embuscade et dépose une plainte pour abus de pouvoir. Le juge le plus connu d'Espagne sera alors condamné et suspendu 11 ans. L'Assemblée a voté à l'unanimité pour la suspension du juge. Son éviction soulève l'indignation. Dans les rues de Madrid, on crie à la cabale politique. On pointe du doigt la droite au pouvoir, le Parti populaire. La justice espagnole est très indépendante à sa base, mais au sommet, c'est moins le cas. Il existe des intérêts communs entre ces deux sphères. Et dans mon cas, les manœuvres de certaines personnes du Parti populaire pour que les choses se passent d'une façon et pas d'une autre sont très claires. Cela s'est dit publiquement, cela a été écrit et éprouvé. Aujourd'hui, il continue sa mission de défense des droits de l'homme en tant qu'avocat. Malgré 40 ans de démocratie, l'Espagne ne s'est toujours pas débarrassée des fantômes du franquisme. De près ou de loin, il hante toujours les arcanes du pouvoir. Lazos afectivos, lazos emocionales. La droite n'a pas rompu complètement avec le franquisme. Il reste des liens affectifs, émotionnels, des liens idéologiques et psychologiques. Même si, attention, personne ne veut rétablir le franquisme. C'est fini. Mais une partie de la société ne s'autorise pas à s'en détacher complètement. L'exemple le plus flagrant se trouve au nord de Madrid. Le Valle de los Caídos, ou la vallée des morts, est une basilique où repose le corps de Franco. Construite sur ordre du dictateur par des prisonniers républicains, elle rend hommage aux morts de la guerre civile des deux camps. Sous la croix géante, s'entassent plus de 33 000 corps, dont la plupart sont des républicains. Devenu un mausolée franquiste, chaque 20 novembre, anniversaire de la mort du caudillo, ses admirateurs lui rendent hommage. C'est le minimum que nous pouvons faire pour remercier le caudillo, pour l'Espagne qu'il nous a laissée. Aujourd'hui, regardez, l'Espagne est ruinée. Quand il était là, même si je n'ai pas vécu à cette époque, d'après ce que je sais et ce que les anciens m'ont raconté, l'époque franquiste a été la meilleure qu'ait connue l'Espagne. La loi sur la mémoire historique, adoptée en 2007 par le gouvernement socialiste de Zapatero, prévoit que le site soit dépolitisé. Mais les habitudes ont la dent dure. Chants et saluts fascistes sont interdits sur l'esplanade, mais pas à l'intérieur de la basilique. Un exemple de l'hypocrisie de cette loi, dont le but était pourtant de reconnaître les crimes de cette période. Descendante d'anarchistes, Purificación soupçonne que le corps de son grand-père et de son grand-oncle, fusillés au début de la guerre civile, se trouve dans cet ossuaire géant. Chaque visite dans ce lieu réveille la colère qu'elle ressent. C'est comme si tu étais humilié en permanence, de savoir mes proches avec les restes de Franco, ça et les messes. Depuis, elle essaye de récupérer les corps et leur donner une autre sépulture. Mais ses recours judiciaires ont tous échoué. Sur le site, visité par des centaines de milliers de touristes chaque année, aucun panneau pour expliquer le contexte historique. Comme dans les camps de concentration en Allemagne, le couple souhaiterait qu'El Valle de los Caídos soit transformé en lieu de mémoire. Moi, j'enlèverai la croix et je ne la ferai pas exploser, comme disent certains. Je l'enlèverai et j'en ferai un centre de compréhension de la guerre civile. Beaucoup de prisonniers sont morts ici. Même si on disait qu'ils venaient travailler ici heureux, c'étaient des esclaves en fait. Avril 2014,
Chato affronte une nouvelle épreuve, confronter Billy El Niño pour la première fois. Au nom de la justice universelle, il a déposé plainte avec 300 autres victimes auprès d'une juge argentine. El Niño et une vingtaine d'hommes politiques et d'anciens policiers risquent l'extradition. Un espoir très vite déçu, car cette requête sera rejetée par le tribunal espagnol. Je me sens très mal, même si je m'étais préparé avant de venir. On va les traîner devant les tribunaux internationaux. On va continuer à mener de l'avant cette plainte argentine et le combat dans mon pays. Et vu comment vont les choses, je suis sûr que nous y arriverons. Dernière provocation, Billy El Niño, qui refuse que son image soit diffusée, nargue la foule à la sortie. Une décision condamnée par les Nations Unies. Pour l'organisation, les crimes du franquisme sont des crimes contre l'humanité et les conventions internationales en matière de droits de l'homme doivent s'appliquer. L'Espagne a une obligation internationale d'enquêter, de juger et, si possible, sanctionner les responsables. L'Espagne n'a pas déclassifié ses archives. Elle n'a pas approuvé de loi permettant l'accès à l'information. Elle n'a pas donné d'instructions à ses procureurs pour qu'ils lancent des investigations. Il y a une absence quasi totale de l'État concernant ce sujet. La droite conservatrice, au pouvoir pendant 4 ans, a refusé de suivre les recommandations de l'ONU. Nous sommes allés demander des explications au ministre de la Justice en personne, et sa réponse est plutôt étonnante. Depuis plusieurs décennies, nous sommes une démocratie avec des bases solides où sont reconnus les droits et les libertés publiques et où coexistent tous les citoyens en respectant les idéologies de chacun. Nous sommes une démocratie avec tous les éléments qui l'accréditent et je peux dire que cette étape douloureuse a été surmontée par tous et heureusement. Derrière ces barbelés se dressait la prison de Carabanchel. Une prison à la réputation redoutée. Chato la connaissait bien. Son souhait, en faire le premier mémorial des victimes du franquisme de la capitale. Mais en 2008, et après 10 ans d'abandon, elle est démolie sur ordre du gouvernement socialiste. Nier l'existence des sites où se sont déroulés ces crimes, ou nier notre propre existence comme victime de cette dictature, en fait, c'est effacer l'existence des tortionnaires et des bourreaux. Une façon d'effacer ses responsabilités. Après une vie de combat, faite d'humiliations et de petites victoires, Chato et ses compagnons d'infortune n'auront sans doute jamais leur place dans les livres d'histoire. En refusant d'ouvrir le débat sur son passé, l'Espagne a fait le pari de l'apaisement par l'oubli. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. C'est l'ange gardien du porte-avions, frégate de défense aérienne chargée de protéger le Charles de Gaulle des attaques aériennes maritimes ou sous-marines. Le Chevalier Paul escorte en permanence le navire amiral. À bord, 200 marins pour une surveillance 24 heures sur 24. S'il devait y avoir une attaque, ce serait le premier navire en ligne de front. Armel Charrier et Julien Sauvaget ont embarqué 2 jours. C'est la première équipe de télévision à rejoindre le Chevalier Paul depuis que la frégate et le porte-avions ont quitté les eaux françaises en novembre 2015 pour lutter contre Daesh. Reportage. Dans les eaux du golfe Persique navigue le Chevalier Paul, le bateau le plus moderne de la marine française. Quand le Charles de Gaulle doit appareiller, cette frégate de défense aérienne est la première à partir, la dernière à rentrer, pour protéger la zone de navigation du porte-avions. Le bateau a été conçu autour de ce radar qui permet de capter des informations dans un rayon de 400 km. Sa mission est de créer une bulle de protection pour que les avions puissent être catapultés vers l'Irak et la Syrie en toute sécurité. Chercher du renseignement, éloigner les opportuns, menacer et agir en cas de danger est le quotidien de l'équipage. Dans le cœur névralgique du bateau, aux centrales opérations,
Les équipes se relaient 24 heures sur 24. On est divisé en 3 îlots. L'îlot principal, c'est l'îlot qui va s'occuper de tout ce qui est au-dessus de l'air, puisque c'est notre spécialité. Et c'est là qu'on a le plus de monde pour vérifier tous les avions qui passent. Un îlot qui va être plus un module qui va s'occuper effectivement juste de la surface et des bateaux. Un îlot qui va s'occuper de ce qui est lutte sous la mer. Et en fait, tous ces îlots se centralisent vers cette personne qui est l'officier de quart opération, qui synthétise toutes les informations pour trouver au mieux le positionnement qui va nous permettre de protéger le porte-avions Charles de Gaulle. Le porte-avions et le groupe aéronaval ont été envoyés au plus près de l'Irak et de la Syrie, dans le nord du golfe Persique. Les avions sont catapultés depuis les eaux internationales, en respect de la loi. Mais la situation géopolitique reste tendue. D'un côté l'Iran, de l'autre les pays de la péninsule arabique. L'espace dans lequel travaille le chevalier Paul est particulièrement congestionné. Il y a des plateformes pétrolières partout, des populations de marins assez différentes se côtoient, des petits pêcheurs dans des boutres traditionnelles, des pétroliers plus grands que la Tour Eiffel qui quittent la zone et qui entrent régulièrement, des porte-conteneurs. Il y a une densité ici qui est en matière de circulation maritime qui est particulièrement élevée. Mais ce n'est pas tout. On est aussi dans la 3e zone la plus dense en matière de circulation aérienne, avec les plateformes, les hubs, comme on dit aujourd'hui, les hubs de Dubaï, d'Abu Dhabi, du Qatar. L'arme la plus puissante du chevalier Paul est sous ses trappes, des missiles antiaériens. Ils n'ont encore jamais servi. Tirer un missile est un message fort de la part d'un État. Pour l'instant, il reste une arme dissuasive. C'est quand même un bond technologique pour notre marine. De se doter de ce missile très performant et qui est allié à des très bonnes capacités de détection, permet vraiment de réaliser une bulle de protection autour d'une force navale comme celle du porte-avions aujourd'hui. C'est un système de missile qui est en silo et qui permet de se défendre contre la menace aérienne, qu'elle soit missile ou avion. Le navire dispose aussi d'un armement plus classique, canons, mitrailleuses, torpilles anti-sous-marins. La particularité du chevalier Paul est que 3 jours après sa mise en service, en 2011, il était envoyé au large de la Libye. Ces canons entraient immédiatement en action et tiraient sur les côtes pour protéger les hélicoptères français. L'entraînement à bord est indispensable. À tous, on a une nouvelle détection jaune-jaune, d'abord 330 et d'abord 335 rouge-rouge à 5 nautiques. Ce jour-là, le commandant est sur la passerelle. Il ignore le scénario et doit réagir à la menace. Il découvre au fur et à mesure les assaillants, leur armement, symbolisé par les bouées jaunes et rouges. C'est du RPG-7, ils sont en train de viser. Au but sur la jaune-jaune sur bâbord. Derrière l'apparence du jeu, les soldats mémorisent les gestes à tenir. C'est loin d'être anodin. Une frégate et un porte-avions sont assez loin de la menace terroriste quand ils sont en haute mer. En revanche, dès qu'ils s'approchent des côtes, dès qu'ils franchissent les détroits, les navires deviennent plus vulnérables. Aujourd'hui, Daesh n'est pas complètement encore dans le domaine maritime, mais quand on connaît leurs ressources, on peut imaginer qu'ils pourraient l'être demain. Ce sont des choses qui sont déjà passées, ce type d'attaque, que ce soit sur un pétrolier comme le Limbourg il y a quelques années, ou sur un destroyer américain il y a quelques années aussi. Ce sont des réalités auxquelles on doit se préparer. Lutter contre l'organisation de l'État islamique est dans la conscience de chacun à bord. À l'arrière du bateau, son hélicoptère. En hommage aux victimes des attentats de Paris le 13 novembre, ce sigle commémoratif, peint sur le rotor. Quelques jours plus tard, le président Hollande envoyait le porte-avions, le chevalier Paul et tout le groupe aéronaval frapper plus durement encore le groupe terroriste. Depuis 3 mois, l'équipage n'a pas connu de répit. Jour et nuit, il effectue ses missions. Ils sont 200, hommes, femmes, et ignorent quand ils rentreront chez eux et retrouveront leur famille. Que reste-t-il de Kobané, cette ville disputée pendant plusieurs mois par les forces kurdes et les djihadistes de l'État islamique? Eh bien, presque rien. Un tas de gravats, un champ de ruines. 1 an après sa reprise par les forces kurdes, Kobané est une ville fantôme. Certaines familles tentent de reprendre possession des lieux, mais la reconstruction s'annonce très difficile. Inès Olagaray nous en dit plus. Il y a 1 an, le déluge de feu prenait fin. Les combattants de l'État islamique se retiraient, les Kurdes avaient gagné.
Mustapha venait de vivre 133 jours sous les bombes. Un jour, je me suis retrouvé au mauvais endroit. On se battait tout près de moi. J'étais avec un combattant kurde, je lui ai dit, si ça tourne mal, qu'ils arrivent, s'il te plaît, tue-moi. Je préfère mourir que de tomber entre les mains de l'État islamique. Kobané ressemble à un champ de ruines. 60% des bâtiments sont à terre. En janvier 2015, un groupe de jeunes activistes filmait avec leur drone la ville dévastée. Plus d'écoles, plus d'hôpitaux. Regroupés au sein d'un collectif de volontaires, ils dégagent désormais les rues et reconstruisent des logements pour ceux qui ont perdu leur maison, grâce aux dons de la diaspora. On importe une partie de Turquie, mais en ce moment la frontière est fermée, on ne peut rien faire venir. Pour obtenir une explication, il faut se rendre à la mairie. Après avoir chassé les djihadistes, les Kurdes ont mis en place une administration autonome. Ils laissent seulement passer l'aide humanitaire, comme de la nourriture. Il y a quelques jours, il y avait 140 camions qui attendaient, et ils en ont laissé passer seulement une dizaine. Lorsque le soleil réchauffe la ville, Shamsa entraîne ses enfants sur le toit. Après plusieurs mois dans un camp de réfugiés, elle est de retour à Kobané, avec les siens. On n'a plus de voisins. On est seul ici désormais. On est revenu après la guerre, mais on veut repartir, aller vivre à l'étranger. Émigrer en Europe, difficile. Alors dans ce chaos, la vie s'organise lentement, avec de temps en temps une bonne nouvelle. Ce jour-là, à la tombée de la nuit, la frontière s'ouvre. La Turquie laisse passer une dizaine de camions chargés de vivres. Mais toujours rien pour la reconstruction. Les Palestiniens sont-ils en faveur d'une troisième intifada? Eh bien, selon un récent sondage, plus de la moitié d'entre eux y sont opposés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils jugent que cela ne les mènera nulle part et que les conséquences, les représailles israéliennes sur leur quotidien sont trop lourdes. C'est le cas à Kabatia, une petite ville de Cisjordanie. Reportage signé Pierrick Laurent. Dans les rues de Kabatia, la vie quotidienne a repris son cours. Cette ville du nord de la Cisjordanie vient pourtant de vivre 3 jours de siège, des quartiers entiers bouclés par l'armée israélienne et une population confinée chez elle après une attaque perpétrée à Jérusalem. 3 jeunes de Kabatia ont assassiné une Israélienne avant d'être tués par la police. Majdi Nassal s'est ainsi retrouvé bloqué chez lui entre 2 checkpoints. Ici, c'est un immeuble d'habitation et quand l'armée est entrée dans Kabatia, elle l'a utilisé pour des opérations militaires. Les soldats se sont installés ici pendant 3 jours et nous étions coincés. Ils nous ont utilisés comme boucliers humains. Si les accès à la ville ont été rouverts, toutes les restrictions ne sont pas levées. Impossible pour les habitants pourtant munis de permis de travail de traverser les points de passage pour se rendre en Israël. Pour ce patron d'une carrière de pierre, qui vend sa production côté israélien, l'impact est immédiat. Ces laissez-passer sont vitaux pour nous, et ça pour plusieurs raisons. Il nous faut aller en Israël pour trouver des nouveaux clients, pour encaisser les paiements, pour aller à la banque et pour faire marcher le commerce. Au total, 9 habitants de Kabatia ont perpétré des attaques anti-israéliennes depuis le mois d'octobre. Et si les conséquences sont lourdes pour toute la ville, ici, on préfère rejeter la faute sur Israël. Le problème, ce n'est pas Kabatia, c'est l'occupation israélienne qui refuse de se soumettre aux lois internationales et de respecter des règles. Si les Palestiniens font ça, c'est parce qu'ils sont sous pression. Si les Israéliens détruisent tous nos espoirs de paix, le problème, ce n'est pas les Palestiniens. Dans un récent sondage, 80% des habitants de Cisjordanie disent subir des mesures qui impactent leur quotidien. Des difficultés de déplacement, la perte d'un emploi ou de revenus. Et plus de la moitié des Palestiniens se disent contre une troisième intifada. Je pense que notre peuple est arrivé à la conclusion que les actes de violence ne permettront pas de trouver une solution à ce conflit. Si on leur demandait « Soutenez-vous le mouvement de désobéissance civile qui perturbe au quotidien l'occupation israélienne ?», je pense que la grande majorité des Palestiniens diraient oui, car ce sont des actions non violentes.
En 4 mois, les violences ont fait près de 200 morts, en grande majorité des Palestiniens qui tentaient de mener des attaques. Une vague qui ne semble ni gagner en intensité, ni montrer le moindre signe de faiblesse. En janvier, des milliers de Tunisiens ont protesté contre la politique du gouvernement, le chômage et la corruption. Le pays est souvent montré comme un exemple dans la région, mais beaucoup de Tunisiens pensent que les élites ne parlent qu'entre eux et ne s'occupent pas des problèmes de la nation. Les protestataires réclament des emplois et le développement de régions délaissées depuis des décennies. En Tunisie, le taux de chômage dépasse désormais les 15% et flirte avec les 30% pour les diplômés. C'est un reportage de Christopher Moore, Georges Yazbek, Meysa Awad et Jonathan Walsh. Sit-in devant le gouvernorat de Kasserine. Des chômeurs excédés occupent les lieux, sous l'œil vigilant des militaires. Les manifestations violentes de ces dernières semaines ont pris fin. Mais la colère gronde toujours. Je ne peux plus attendre. S'ils ne me trouvent pas un travail tout de suite, je vais m'immoler par le feu. 5 membres de ma famille sont handicapés. Ils ont besoin d'aide. Regardez, mes cheveux blanchissent. Pas parce que je suis vieille, mais à cause du stress. Je n'arrive plus à dormir, j'en peux plus. Je suis tellement fatiguée. Un désespoir devenu monnaie courante dans le centre déshérité de la Tunisie. Ici, l'État reste un employeur incontournable. Ici, il faut avoir des connexions au sein des autorités locales. Si vous connaissez quelqu'un de bien placé, ils vous donneront un travail. Sinon, vous restez au chômage. Et moi, j'en ai pas des connexions. Je cherche un emploi dans la fonction publique depuis 14 ans et mon nom n'est toujours pas inscrit sur la liste, comme Rida Yayaoui. Rida Yayaoui voulait lui aussi voir son nom sur la fameuse liste. Il est mort électrocuté après avoir menacé de se jeter d'un pylône. Les manifestations qui ont suivi ont pour beaucoup rappelé les premières heures de la révolution tunisienne. Pour Nasser El Nasri, rien n'a changé depuis 2011. Sous Ben Ali, son activisme politique l'empêchait de devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, il reste classé comme chômeur pour raison de sécurité. Et il n'est pas le seul. J'ai gagné 2 appels au tribunal, mais ils ne veulent pas changer mon statut. Les gens sont punis pour leur opinion politique. C'est un scandale que ça puisse encore être le cas après la Révolution. C'est une vraie farce. Certains se disent prêts à entamer une grève de la faim, jusqu'à ce que le gouvernement leur donne ce qu'ils demandent tous, d'une seule voix. Direction la région de Sidi Bouzid, à quelques dizaines de kilomètres de là. Pour Ibrahim, plus question d'attendre un geste des autorités. Il tente sa chance dans l'agriculture. Le jeune homme de 23 ans cultive des plants qu'il vend au marché. Ici, on a des pêches, des amandes et des prunes. Comme beaucoup d'agriculteurs ici, Ibrahim n'a pas de documents officiels prouvant que ces terres lui appartiennent. Alors impossible pour lui d'obtenir un prêt. Il vit dans l'illégalité. Je travaille au noir, mais c'est toujours mieux que de choisir la délinquance, le vol ou le kidnapping. Comme je n'ai pas d'autorisation officielle, je dois vendre mes produits moins chers que les autres. Et quand je suis au marché, je risque de me faire confisquer tout ce que j'ai. La région manque aussi cruellement d'infrastructures. Un obstacle de plus pour les 40% de la population dépendant du secteur agricole. Ibrahim nous emmène voir Nizar, le consultant qui l'a aidé à lancer son affaire. À sa demande, il vient partager son expérience avec un groupe de jeunes femmes ambitieuses. Vous avez besoin de volonté, de confiance en vous et surtout de compétences. Des qualités cruciales dans un pays où un diplômé universitaire sur 3 est au chômage.
Dans toute la région, il y a des jeunes avec un énorme potentiel. Mais ils ont besoin de soutien, en particulier en matière d'estime de soi. De cette manière, ils pourront prendre la voie du succès. Mais pour l'instant, une économie à 2 vitesses reste la norme en Tunisie. L'intérieur du pays lutte pour se faire une place au soleil. La zone côtière, elle, s'en sort beaucoup mieux. Kamal a quitté Kasserine pour Tunis il y a 30 ans. Depuis, il tire un maigre revenu de son stand illégal. Il s'est installé auprès de commerçants venant de sa ville natale. On passe nos journées ensemble, on partage ce qu'on a, on se prête de l'argent. On vient tous du même endroit, donc on se serre les coudes. Mais c'est une vie difficile, la police est une menace permanente, ils nous prennent nos produits. Et on doit tout recommencer de zéro à chaque fois. Le gouvernement tunisien affirme qu'il veut développer le centre du pays, tout en admettant qu'il n'y a pas de remède magique face au fossé qui s'est creusé après des années de négligence. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Paris a longtemps été la capitale mondiale de la fête. Dès le 19e siècle, on venait s'encanailler dans ces cafés, chanter et danser aux côtés des artistes de l'époque. En 2016, Paris fait toujours la fête, même si les choses ont changé, notamment avec l'état d'urgence en vigueur depuis novembre. Malgré tout, les acteurs de la nuit parisienne sont bien décidés à profiter de la ville lumière. Visite du Paris by Night avec Damien Coquet. Nous sommes tout près de la place de la République, un lieu endeuillé l'an dernier par les attentats de novembre. Depuis, l'état d'urgence est en vigueur et faire la fête à Paris est parfois devenu plus compliqué. D'une manière plus générale d'ailleurs, certains affirment que Paris n'est plus la capitale mondiale de la fête. Vous allez voir que certains acteurs de la vie nocturne parisienne sont bien décidés à continuer à s'amuser. Un air de Venise au XVIIIe siècle. Nous sommes en plein cœur de la capitale. Pour cette soirée, 700 convives prennent part à la fête. Je viens exprès d'Oslo pour faire la fête ici, donc c'est bien que la nuit parisienne, elle est inégalée. Il y en aura le bol de voir des gens habillés en passe-muraille, avec des doudous noirs. Nous, tout ce dont nous avons envie, c'est de parader dans des habits de fête scintillants et miroitants. L'ambiance est plutôt frivole. Mais derrière le masque, l'organisateur ne cache pas son amertume. Ce type d'événement, c'est son fonds de commerce. Et l'état d'urgence rend sa tâche plus compliquée. Tout le pouvoir, surtout en ce moment avec l'état d'urgence, est transféré à la préfecture. Et la préfecture, elle n'en a pas grand-chose à faire de la fête. La sécurité est devenue un sujet tellement important que le tourisme la nuit, ça devient un sujet secondaire. Alors après, je me mets aussi à leur place, mais forcément, pour notre métier, c'est pas facile. Il y a aussi les soirées plus conventionnelles. Mais là, 2 camps s'affrontent. Entre d'un côté les fêtards et de l'autre, une partie des habitants qui se plaignent de nuisances sonores au beau milieu de la nuit. Sur ces images amateurs, des scènes de bagarres ou même de gens qui dansent en pleine rue. Un quotidien que cet habitant ne supporte plus. Moi je dors plus, moi j'ai des cachets, j'ai des boules caisses. Là je vais vous montrer, j'ai des boules caisses. Normalement j'ai des cachets pour dormir. À un moment donné, pour moi c'est difficile. Vous avez des jeunes qui arrivent et qui se saoulent la gueule et ça vomit le matin, ça vomit partout et ça.
En 30 ans, la capitale a perdu la moitié de ses discothèques, d'où son surnom de Belle Endormie. Le DJ français Albert de Paname regrette l'époque où les soirées s'étiraient jusqu'au bout de la nuit. Il y a ce côté anglais qui existe toujours et qui a toujours existé depuis la nuit des temps, où on sent vraiment encore une fois une liberté à tous les niveaux, que ce soit créatif dans la mode ou dans tout. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a un art de vivre qui n'existe plus, qu'on avait à Paris et qu'on a perdu. Ce soir, pas de plainte de voisinage. Alors dans ce club très branché, on fait la fête partout, du très classique dance floor aux endroits plus inattendus. Je suis à présent aux côtés d'Antoine Debec, historien et journaliste. Vous êtes entre autres l'auteur des Nuits parisiennes aux éditions du Seuil, un ouvrage dans lequel vous retracez plus de 300 ans de nuit à Paris. Avant d'y venir, un mot tout d'abord Antoine sur le lieu dans lequel nous nous trouvons. Ça s'appelle les Bains aujourd'hui. Autrefois c'était les Bains-Douches. Dans les années 80, c'était l'endroit où il fallait sortir à Paris. Oui, c'est un endroit historique de la nuit parisienne des années 70-80. C'est la période Palace. Le Palace ouvre en 78 et quelques mois plus tard ouvre ici une boîte, les Bains-Douches, qui reprend un vieil établissement thermal qui le rénove. C'est Stark et Rocheline qui font la décoration. Il y a une histoire qui est très présente ici et c'est un lieu où on s'est beaucoup amusé dans les années 80 et jusqu'au début des années 90. Alors certains disent qu'on s'amuse moins aujourd'hui en 2016. Dans le reportage qu'on a vu, on voit ces bars et ces discothèques qui ferment. Certains disent que le monde de la nuit est mort maintenant à Paris. Quand on lit votre livre, on comprend que ça a finalement toujours été le cas. On a toujours entendu ça et c'est cyclique. Même déjà au XVIIIe siècle, quand la nuit commençait, elle était déjà finie. Il y a eu un embourgeoisement de Paris qui fait que toute une population veut à la fois vivre dans le Paris qui bouge, dans le Paris jeune, dans le Paris nouveau, et en même temps en refuse un peu les effets pervers. Donc suivant les époques, les lieux de fête, les lieux de vie nocturne à Paris ont changé. Oui, Paris a toujours été la capitale de la nuit depuis la fin du XVIIIe siècle, mais sa géographie a beaucoup changé. Ça a commencé autour du Palais Royal, puisque c'est un lieu qui échappe au roi. Qui échappe au pouvoir du roi. C'est un lieu beaucoup plus aristocratique et donc on y retrouve tous les ingrédients qui font la nuit parisienne. D'abord le sexe, c'est le lieu de la prostitution, le jeu, les tripots. Ensuite, ça passe au Grand Boulevard. Les boulevards, c'est le lieu principal du 19e siècle où on circule comme ça de café en café. Le Montmartre est l'espace privilégié, la butte des plaisirs, comme on disait 1900. Après la Première Guerre mondiale, qui est une vraie césure, ça descend vers Montparnasse, qui est une nuit plus artiste, plus élitiste aussi, mais très libérée, très libre. Et puis ensuite, ça continue à circuler. Et le lieu de l'après-guerre, c'est évidemment Saint-Germain-des-Prés, autour des cafés, des caves, où la jeunesse s'enivre de jazz et danse les nouvelles danses à la mode. Les Champs-Élysées accueillent la nuit des années 60, notamment les grandes discothèques. Paris invente les discothèques dans les années 50 et 60. Et puis, le dernier lieu depuis une quinzaine d'années, c'est Oberkampf, avec tous ces cafés, et puis une ambiance très jeune, très festive, qui continue de faire exister la nuit parisienne. Alors il y a cet état d'urgence en France après ces attentats qui ont été perpétrés le 13 novembre dernier. Est-ce que ces attentats ont marqué la vie parisienne, la vie nocturne parisienne ? C'est sûr que les terroristes n'ont pas frappé n'importe où, ils ont vraiment ciblé le cœur de la nuit parisienne. La meilleure manière de répondre, c'est de continuer à sortir, c'est de continuer à faire la fête et dans ces lieux particuliers qui ont été visés, et donc de faire revivre le cœur, faire revivre le Bataclan. Il y a quelque chose qui est notable dans votre livre, c'est qu'à chaque fois on fait la fête après des crises. On fait la fête après la terreur, on fait la fête après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a toujours une rupture pour faire la fête ensuite. Absolument. Je pense que la fête, elle naît d'une angoisse, elle naît d'une peur. Et il faut surmonter la peur et l'angoisse par l'amusement, par la fête, par la sortie, par la nuit.
Et c'est vrai que toute la nuit est parcourue par ces crises et par ces renouveaux, ces renaissances de la nuit. Les nuits parisiennes, ne serait rien, sont leur cabaret. Ça fait plus d'un siècle maintenant que cette tradition existe et attire les visiteurs du monde entier. Derrière moi, il y a le plus fameux, le Moulin Rouge. Ici, 500 000 personnes se pressent chaque année. Il y a aussi le Crazy Horse ou encore le Lido, visite en coulisses de ce monument parisien. Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant dans votre métier? C'est les applaudissements du public, c'est les yeux pleins d'étincelles. C'est ça, moi, qui me fait plaisir tous les jours. Julie avait 28 ans quand elle a posé la première fois ses talons sur les planches du Lido. Mais elle avait déjà de l'expérience. Danse classique, mannequinat, danseuse pour le Moulin Rouge. Elle sait que ce genre de métier requiert rigueur et travail. Changement de tenue et d'ambiance, nous la retrouvons dans le bois de Boulogne. Comme toutes les chorégraphes du Lido, elle est tenue par contrat d'entretenir sa forme. On est enfermé dans un théâtre tous les jours, ou presque, enfin 6 jours sur 7. Et du coup j'ai vraiment besoin de respirer. Car ces journées sont bien remplies. Quand elle n'a pas de répétition, la danseuse arrive 1h30 avant le premier spectacle. C'est l'heure d'aller travailler. Ça y est, on y va. À quelle heure vous arrivez en général? Vers 19h30. Allez, je vous emmène dans le labyrinthe. Donc nous voici dans les loges. Les loges des danseuses, pas des danseurs. Pas de loge individuelle, Julie la partage avec 5 autres sublimes. Pas de maquilleuse non plus, c'est elle qui opère. Est-ce que ça a été difficile pour vous au début, la nudité? Le premier pas sur scène topless a été difficile, mais ça a été une question de minutes. Après, on oublie en fait la nudité, on est complètement concentré sur la performance. Pour éviter les blessures ou les claquages, la jeune femme doit s'échauffer, puis vient le chaud. Sa vie, Julie la compare aux sportifs de haut niveau. Mais ce monde de paillettes attire chaque année de nombreuses jeunes filles, russes, américaines, anglaises. Elles seront peut-être la prochaine sublime du Lido. Elle aussi est incontournable à l'occasion d'une visite à Paris. C'est en 2 chevaux que nous refermons cette émission, celle de 4 roues sous un parapluie qui propose des balades de la capitale, des balades nocturnes. L'occasion de la redécouvrir sous un nouveau jour de nuit. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. La haute couture, elle excite les esprits et les portefeuilles. Quelques maisons. La haute couture, elle excite les esprits et les portefeuilles. Quelques maisons résistent à la crise et investissent pour produire des pièces uniques. Pour l'été 2016, Versace reste classique, Victor et Rolf cubiste, Armani monochrome, Julien Fournier et 80s, Elie Saab 1910. Et Vali invite les sœurs de Napoléon. Reportage. La haute couture, l'apanage des groupes de luxe bien sûr, mais aussi celui d'une dizaine de maisons qui résistent à la crise et investissent pour produire des pièces uniques. Véritable laboratoire, la couture excite les esprits et les portefeuilles. Pour l'été prochain, l'italienne Donatella Versace reste dans le grand classicisme d'une féminité qu'elle qualifie de puissante, quasi divine. Quand les robes ne sont pas lacées, elles sont lacérées, fendues, le corps devient offrande. D'un autre côté, la haute couture c'est aussi cela, repousser les limites.
Moins sensuelle, mais plus artistique, la performance des sculptures des Néerlandais Victor et Rolf. D'art appliqué, le vêtement devient œuvre d'art tout court, version cubiste, à la Braque ou Picasso. Chez Schiaparelli, reine en son temps du surréalisme, c'est Bertrand Guyon, 50 ans, qui signe une seconde collection pour la Griffe renaissante, dédiée au plaisir de recevoir, de partager des mets exquis. Pièce d'exception, le blouson biker en torchon rehaussé dans le dos du fameux porte-bonheur des cultivateurs tressé en épis de blé. Trouver une personne aujourd'hui qui réalise encore ce genre de choses, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, pour moi, c'est presque aussi... c'est high-tech, quelque ça devient des choses qui sont extrêmement rares. Le travail de la main, c'est le travail de la matière, le jeu des étoffes, le plaisir de réaliser de subtils mélanges. La Parisienne Bouchra Jarrard recherche une silhouette fluide qui, avant tout, ne bouscule jamais le regard. C'était intéressant de croiser du velours soit de France, bleu de France, avec de la dentelle de Calais. À l'opposé des mélodieux Beatles, Yechinin s'inspire plutôt des hurlements du rock. Cuir tressé, chaîne de métal, cordes à piano luminescentes, et c'est en toute poésie qu'elle appelle sa collection Blooming Ashes, les cendres épanouies. C'est une femme qui s'arme et se recompose un corps, une armure, un vêtement à partir des débris de la société entravée, qui prend ce qu'il reste et qui en fait de la beauté. C'est là où la survie devient le sublime. Les couturiers sont des conteurs, et c'est lorsqu'ils transcrivent clairement leur histoire dans leur collection qu'ils sont adulés et donc achetés. Pour Etche Ege, la fondatrice de la griffe franco-turque d'Itche Kayek, l'effet n'existe que parce qu'il y a des sorcières. Cette nouvelle collection couture est un rêve, c'est un état d'esprit surréel. Des héroïnes de tous les contes de fées qu'on connaît, qu'on adore. Un peu dark side of the cute, un peu transformé, un peu switché à quelque chose de plus méchante, un peu plus noir. Parfois l'histoire n'est pas évidente, ou c'est une histoire sans fin ni début, ou l'intrigue est inintelligible. Chez Armani, clientes et fidèles se raccrochent alors à quelque chose de tangible, le vêtement en lui-même, monochrome. C'est très beau, très doux, très lisse. C'est une collection vraiment unique. C'est incroyable à quel point Armani peut réaliser de si belles tenues en n'utilisant qu'une seule couleur. L'histoire, c'est aussi l'histoire, avec un grand H. Julien Fourny est dans la tendance du grand retour aux années 80. Chevelure bouclée et à rideaux, maquillage très bonne mine, pour s'évader du quotidien et partir loin. Dans les îles de James Bond, dans les îles qui nous font tous rêver, ça va être blindé de strelitzia, de philodendron, d'hibiscus, de couleurs chatoyantes quand la couleur décroît dans le ciel. Le Libanais Elisab remonte, lui, un peu plus loin dans le temps. Nous sommes en 1911, une jeune Anglaise découvre Delhi au nord de l'Inde, c'est l'époque des aventures intenses. Les femmes songent à se départir de toute entrave, dont le corset. Je crois que cette fois, on a tapé fort avec qu'on présente la haute couture d'une manière vraiment décontractée comme ça. Nos clients haute couture jeunes, elles veulent des pièces. Elles veulent une jaquette, un pantalon, un botte, un sac qui est différent en haute couture. Nous sommes maintenant fin 19e. L'Italien Giambattista Valli reste à Paris pour en vanter les jardins, le Luxembourg, les Tuileries, le parc Monceau. Et qui voit-il s'y promener? Les trois sœurs de Napoléon Ier. C'était une époque assez révolutionnaire en si bref temps. Il a révolutionné tout ce que c'était le design en général, tout ce que c'était l'esthétique en général. Et maintenant, pour faire coïncider voyage dans le temps et dans l'espace, place à celle qui peut employer plus de 300 petites mains pour réaliser des modèles qui auront nécessité plus de 50 000 heures de travail. Goopé est chinoise, à 48 ans, elle défile pour la première fois à Paris, invitée par la chambre syndicale de la couture. Cela fait 20 ans que j'ai choisi la haute couture, 20 années dédiées à la haute couture qui m'ont permis de prendre davantage conscience de l'esprit de la haute couture, mais également de prendre conscience de toute la puissance de la haute couture. La haute couture n'est pas contrainte par un carcan temporel, elle le dépasse bien et la haute couture n'est pas uniquement l'apanage des Français, c'est l'apanage de l'humanité.
Apanage de l'humanité, bien sûr, mais seul Paris peut encore décerner l'appellation officielle haute couture. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.